Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet ultime épisode des previews. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre du Dunk Hebdo NBA podcast? Après près de 2 semaines d'épisodes quotidiens, notre série de podcasts arrive à son terme après avoir traité des Pistons, des Warriors, des Pacers, des Wolves, des Rockets, des Bucks, des Knicks, des Grizzlies, des Cavs, des Clippers, des Nuggets, des Lakers et des Celtics. Place à un épisode consacré au Thunder d'Oklahoma City. Et pour m'accompagner aujourd'hui, qui d'autre pour sa 100e dans le podcast? J'ai avec moi l'un des membres de We Are Thunder, le meilleur d'entre nous, le meilleur podcasteur NBA de France, le mini-GOAT, Constant. Comment ça va, Constant? Oh non, mais là, trop d'éloges pour la 100e. Je suis désolé, trop d'éloges pour la 100e. Ça va très très bien. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, c'est mon 100e épisode à Dunk Hebdo. Enfin, en tout cas, c'est la 100e vidéo dans laquelle j'apparais sur la chaîne Dunk Hebdo, parce qu'il y a des épisodes côté coupé en deux. Mais bref, le storytelling dit que c'est mon 100e épisode à Dunk Hebdo. Et quoi de plus beau pour la 100e que de faire un pourquoi ils gagneront pas sur OKC, pour que, après 99 épisodes de pessimisme, je puisse enfin tout faire éclater sur la 100e. Donc non, vraiment, je suis très heureux. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous n'êtes pas fan d'OKC, je ne vous garantis pas que cet épisode fera 40 minutes comme les autres épisodes. Installez-vous, profitez du voyage et on se retrouve au bout de l'épisode pour ceux qui iront jusqu'au bout. Mais je vous jure que je vais essayer de me retenir et que ce que j'ai à dire est quand même un minimum intéressant et vaut au moins le coup d'être écouté, même si la durée sera peut-être un peu plus longue que les autres épisodes. Il faut tout de suite dire ce qui s'est passé en off, Constant. Tu m'as demandé, c'est quoi la limite? J'ai le droit à combien? J'ai le droit à combien? Parce que j'ai regardé, j'ai déjà les 2 épisodes les plus longs avec les Nuggets et avec les Wolves. Donc là, pour le coup, avec le Thunder, bon. Ouais, alors après, il y a une hype, je l'ai déjà dit sur la conversation d'un Kebdo et même entre nous, c'est un des épisodes les plus attendus hors, on va dire, DH20 ou preview que j'ai eu récemment. Genre, tout le monde veut savoir parce que c'est Constant, parce que c'est OKC qui est l'équipe dominante de cette saison régulière. Donc, tout le monde veut savoir. Et en plus, je vais pas te rendre la tâche facile, mon cher Minigoat, parce que je vais placer un petit message, un double message, en plus dans l'introduction. Donc là, je suis en train de te flinguer la durée du podcast. Je suis désolé. Premier message. Pour tout ce qui est appli de podcast, on vous le dit très souvent, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'hésitez pas à mettre de côté vos podcasts préférés sur Spotify parce qu'ils risquent de disparaître, ceux qui datent, on va dire, entre l'année 2016 et 2019-2020. Et autre chose aussi, parce que je sais que la plupart n'iront peut-être pas jusqu'au dernier moment, au moment où je vais conclure le podcast, juste pour vous prévenir, parce qu'on sait que durant ces previews, on a beaucoup de nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices. Après ce moment de preview, pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, on mettra en place comme d'habitude nos post-mortem, notre dernier 4 quarts, donc ça va rouler comme d'habitude. Une seule chose, il n'y aura pas de podcast tous les lundis comme d'habitude, comme c'est un peu l'accoutumée. Le rythme de publication sera un peu plus différent. Donc vous pourrez avoir 2 podcasts, 3 podcasts une semaine et un peu moins certaines semaines. Voilà, on va s'adapter au rythme des playoffs. Constant, démarrons par l'habituel résumé de la saison. Alors, saison couronnée de succès, meilleur bilan, extraordinaire. Encore une fois, le doublé à l'Ouest qui n'avait pas été fait depuis les Warriors. Alors, tu vas me dire que du positif sur cette saison 2024-2025 du Thunder. Alors c'est compliqué de dire du négatif sur la saison régulière du Thunder 2024-2025. Effectivement, quand on avait fait la preview, je me souviens, c'était avec toi, Ben, le over-under était à 56,5. Ouais. On s'était regardé tous les deux, on avait dit, c'est beaucoup quand même, 56,5. Ça fait qu'il faut gagner 2 matchs sur 3. 66. Alors qu'il en reste 2. Sachant que, bah, voilà, 66 victoires dans une saison, ça a été réalisé par 18 équipes. 67, ça a été réalisé par 13 équipes. Et 68, ça a été réalisé par 6 équipes dans toute l'histoire de la NBA. Donc ici, et bah, on va être très honnête, je peux vous sortir les stats, hein, plus 12.6 de net rating, c'est le 2e meilleur net rating all time, 52 wins de 10 points ou plus, c'est tout simplement le plus grand total de victoires all time sur une saison. Il y a le SRS, qui est le ranking de basketball référence pour classer un petit peu les équipes. Bah, c'est le meilleur all-time, voilà, tout simplement, devant les Bucks de 70-71. Plus grand différentiel de points de l'histoire, 17 runs de 15-0 sur la saison. Le deuxième, c'est les Cavs, ils sont à 11. Alors voilà, je peux je peux énumérer un nombre incalculable de stats qui font que cette équipe d'OKC est peut-être une des 10 meilleures équipes de l'histoire sur une saison régulière. En tout cas, une des 10 plus dominantes, ça... Il n'y a pas trop de débat, je pense. Il y a pas de débat. La saison, honnêtement, était pas début de saison était
pas porteur d'une saison aussi historique, c'est-à-dire que durant la pré-saison, tu as la blessure d'Isaiah Hartenstein, et j'ai envie de dire, c'est un peu un leitmotiv du Thunder cette saison, c'est que si on compte l'intégralité des joueurs d'OKC, bon, il y a Nikola Topic qui a loupé 80 matchs, donc ça influe un peu sur les stats, mais les joueurs d'OKC ont loupé 392 matchs sur l'intégralité de la saison. Les équipes qui font plus, c'est que des équipes qui tankent. C'est Toronto, c'est Philly, c'est New Orleans, c'est Charlotte. Voilà, sinon, t'as OKC qui est tout en haut et t'as tout le reste qui est tout en bas. Après, voilà, on attendait beaucoup le duo d'intérieur entre Hartenstein et Chet. C'est un duo qui n'a joué que 316 minutes sur la saison. Pour vous donner un ordre d'idée, le trio Embiid, Paul George, Tyrese Maxey a joué 294 minutes. Il y a 22 minutes d'écart, alors que pourtant les trois ont quasiment pas joué ensemble de la saison. Mais voilà, la saison d'OKC est absolument exceptionnelle, portée par un joueur, Shai Gilgeous-Alexander, qui sera MVP, sera pas MVP, je m'en fous, mais il fait une saison extraordinaire. Je vais pas faire trop long, parce que je pourrais encore m'étendre sur ça, mais 4 petites stats sur la saison de Shai. Si vous prenez sur 100 possessions tous les joueurs et que vous les mettez sur 100 possessions pour éviter cette inflation, on va dire, du nombre de possessions au fur et à mesure que les saisons avancent. Cette stat de 100 possessions, elle remonte depuis la saison 72-73. 46 points, 9 passes sur 100 possessions. Est-ce que tu sais quel est le seul joueur qui a fait ça, Ben, sur une saison? Je vais te mettre à contribution pour éviter que je fasse des monologues et que je parte. 46 points, 9 passes. Sur 100 possessions. Depuis toute l'histoire de l'NBA. 72-73. Oh, je vais dire Jordan. Non. Harden 2019. Oh, c'était mon deuxième choix. Je jure sur ma maman que c'était le mot que j'allais dire Harden après. Donc voilà, les deux seuls joueurs sur 100 possessions depuis 50 ans, en 46 points, 9 passes, c'est Shai Gilgeous-Alexander et Harden 2019. J'allais pas le faire, maman. Vas-y, continue. Il y a un point par possession sur isolation. C'est le deuxième qui en joue le plus. Il est à 1,10 points. Il n'y a que KD qui fait mieux que lui sur les 15 qui en jouent le plus. Sur pick and roll ball handler, c'est le cinquième qui en joue le plus. Il est à 1,10 points par possession. Il est battu seulement par Liberton sur les 85 qui en jouent le plus. 85, il est cinquième. Il est à 16.7 de net rating. Depuis la saison 96-97, c'est le moment où remontent les stats de NBA.com. Il a été battu en net rating individuel que par Curry 2017 et Curry Draymond 2015-2016. Et pour les petits malins qui nous disent oui, le free throw merchant, gna 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 gna, il y a eu 33 saisons à plus de 32 points de moyenne dans toute l'histoire de la NBA sur les joueurs éligibles au classement des points par match. Donc il faut avoir joué plus de 55 matchs. Au free throw rate, donc c'est le ratio tir tenté lancer franc tenté, il est 18e sur 33. Il est même pas dans la première moitié du classement cette année. Donc voilà, c'est une saison absolument extraordinaire de Shai Gilgeous-Alexander. Les role-players ont tous été plus ou moins très bons. Et voilà, je vais pas m'étendre, je vais pas refaire 4 minutes de plus là-dessus. Mais la finalité, c'est que OKC est une top 3 attaque et la meilleure défense NBA de très très loin. Et voilà, une saison historique pour une équipe qui définitivement sur cette saison régulière l'a été. Alors moi, je serai un peu ton George Hincapie, du coup, pour ceux qui ont la référence, Constant, parce que tout le monde veut t'entendre sur le Thunder. On sait que parfois tu te contrôles, et puis on invite aussi les auditeurs, les auditrices à aller écouter We Are Thunder. Est-ce que tu voyais vraiment ce step chez Shai? Parce que là, certes, il était top 5 DH20 la saison dernière, mais voilà, on va pas spoiler le DH20. Il peut prétendre à une place plus haute cette année. Est-ce que tu voyais vraiment ce step de sortir une saison all-time, quoi? Non, je le voyais pas. Très honnêtement, l'an dernier, j'étais un peu plus bas sur Shai que la moyenne, on va dire, parce que je le trouvais un peu moins valuable dans le sens où il y avait, et on avait parlé quand on avait fait le DH20, il y avait souvent cette barre des 35, 36 points, mais il y avait jamais de gros cartons offensifs. Là, cette saison, Shai Gilgeous-Alexander, il y a 13 points, il y a 13 matchs à plus de 40 points. Enfin, 40 points au plus. Là où sur les 2 saisons précédentes, alors qu'il est déjà à plus de 30 points de moyenne, il y en a 12 en cumulé sur les 2. Il y a 4 matchs même à plus de 50 points. C'est le seul avec Jokic à en avoir 2. Enfin, en avoir plus d'1, justement, à en avoir au moins 2 sur la saison. Enfin, voilà. Non, moi, je m'attendais pas à la progression de Shai Gilgeous-Alexander, qui a réussi à franchir un step pour la 3e année consécutive. Au playmaking, il a énormément progressé. Défensivement, je le trouve beaucoup plus concerné que ce qu'il était l'an dernier. Enfin, non, la saison de Shai, vraiment, est extraordinaire. Il y avait des comparaisons, on va dire, parce que OKC a un petit pédigré en termes de formation de MVP, que ce soit avec Russell Westbrook, que ce soit avec Kevin Durant. Et on pouvait se dire, oui, il a peut-être pas l'efficacité des très grandes années de KD, mais je trouve que dans l'impact
il est tout aussi fort, voire même plus fort que les très grandes saisons de KD. Donc non, très surprenant de voir le jump de Shai Gilgeous-Alexander, même si voilà, c'était un des 5 meilleurs joueurs du monde l'an dernier. Là, je vous spoil pas mon DH20 avant le début des playoffs, mais il a gagné des places, oui, effectivement. Deuxième question, oui, là je suis en mode équipier. À quel moment de la saison, toi Constant, et puis je peux élargir ça à la fanbase du Thunder, ou en tout cas à l'équipe We Are Thunder, tu t'es dit, ok, là on entre dans une saison historique? Est-ce qu'il y a un moment, parce que rappelons que le Thunder est numéro 1 de la Conf Est depuis le 25 novembre, je rappelle que ça fait donc au bout d'un mois de la saison, qu'ils ont pas, là, ça m'a beaucoup fait rigoler quand je suis tombé sur cette basketball référence, ils sont top 2 à l'Ouest depuis le 28 octobre. La saison, elle a commencé le 22. Ils ont passé 6 jours en dehors du top 2, puis voilà, c'est bon. À quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est une équipe différente? Ah, c'est une bonne question, ça. Comme ça, je pense que le moment où je me suis dit c'est une équipe différente, c'est au moment où tu fais 15 wins de suite au mois de décembre. Entre le mois de décembre et le mois de janvier. Alors ça compte pas, enfin, oui, bon, il y a la finale du In-Season Tournament qui est perdue entre deux, mais on s'en fout, ça compte pas pour la saison régulière, ça fait quand même 15 wins de suite. Parce que faut quand même pas oublier le fait que au bout de 9 matchs et un quart-temps, Chet Holmgren se blesse. Chet Holmgren se blesse et ne revient qu'au mois de février, le soir de la trade deadline. Et à partir de là, tu te dis, moi, quand on avait fait le podcast à War Thunder, j'avais dit, ça va être compliqué, mais au moins, tu avais Isaiah Hartenstein qui lui aussi était absent à ce moment-là, ce qui fait que tu t'es retrouvé avec des matchs où tu jouais avec Jalen Williams poste 5 et Alex Caruso poste 5 et tu as quand même réussi à avoir un bilan positif sur ces matchs-là. Je me disais, c'était compliqué, mais ça pouvait ne pas empêcher OKC de terminer first seed. Par contre, je m'attendais pas effectivement à ce que tu sois à ce niveau-là, à ce niveau de compétitivité. Je pense que ouais, le mois de janvier, vraiment, où tu fais 15 wins de suite, où coup sur coup, tu vas battre Memphis, tu vas battre les Clippers, tu vas battre les Wolves, puis tu bats les Knicks, puis tu bats Boston, et tu vas jouer ce match historique face aux Cavs, le match à Cleveland. T'as une équipe qui est en 31-4, t'en as une autre qui est en 35, t'as deux sur équipes NBA TV. Ouais. Non, qui était sur ESPN. Ah oui, c'est vrai. Pour le coup, ESPN l'avait bien rendé ce match-là. Mais je crois que c'était genre le 3e match de l'histoire de toute la NBA où t'avais deux équipes sur 10 win streak de suite qui jouaient. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a une équipe historique. Et en fait, bah, je sais pas, c'est une saison où j'ai bien dormi. C'est une saison où j'ai peu stressé. C'est une saison, ouais, qui est agréable et je pense très honnêtement que même là, je sais déjà que j'en ai pas assez profité. Parce que, littéralement, tu peux quasiment pas faire une meilleure saison régulière que ça. Ça n'arrivera probablement plus jamais dans ma vie de supporter d'avoir une saison régulière aussi bien. Et malgré tout, j'en ai pas assez profité parce que la finalité, c'est ce qui se passe à partir du moment après où on a l'enregistrement. C'est ça qui m'intéresse. Bah, quand t'as ta 11e défaite après le All-Star Break, ouais, ça va pas arriver très très souvent. Je te rejoins complètement. Après, c'est difficile d'en profiter sur le moment, mais t'as un collectif, t'as une défense all-time, t'as un joueur qui est potentiel MVP. Tout porte à croire qu'il va le recevoir au vu des on va dire, probable. Des odds à les Vegas et tout, des bruits. Je veux dire, t'as ça, en plus, comme tu l'as dit, sans une partie de la saison sans avoir Chet, ce qui est, je pense, si tu suis la saison d'OKC au loin, t'as même pas conscience qu'ils ont joué sans quoi, leurs 3 meilleurs joueurs potentiels, une partie de la saison, ce qui est complètement fou. Donc, Constant, saison de rêve pour OKC. Et pourtant, c'est le spin qu'on offre dans ce podcast, c'est qu'il faut trouver 3 raisons pour qui expliqueront la future défaite d'OKC. On précise, je pense que mon introduction l'a faite, mais je reprécise quand même qu'on a fait ça pour toutes les équipes. Bref. Premier point, Constant, et là je te cite, l'absence de data dans le clutch. Oui, bien sûr, l'absence de data dans le clutch, puisque OKC n'a joué que 24 matchs dans le clutch cette saison. C'est le plus petit total sur une saison à 82 matchs depuis 96-97. Là aussi, c'est jusqu'où remontent les stats de NBA.com. La seule équipe qui était plus proche, Ben, je vais te mettre à contribution, il y en a une équipe sur une saison à 82 matchs qui a joué 25 matchs dans le clutch. Saurais-tu citer laquelle? C'est une équipe dominante, je teste, c'est une équipe dominante. Tu me l'as mis dans les notes, je crois, donc je vais pas tricher. Non? Ah non, c'est pas sûr. Sur une saison à 82 matchs. Ah oui, saison lockout. Il n'y a pas 82 matchs sur la bouse. Il y en avait que 50. Alors, les Warriors les Warriors de KD. 2016-2017. Ah non, bah du coup non, parce que tu m'aurais dit oui. Donc c'est les Warriors qui gagnent 72, du coup 73 pardon. Non, c'était 2016-2017. Ah non. Eh ouais. Es-tu capable de me citer l'autre équipe qui a joué 24 matchs dans le clutch
depuis, enfin, c'est la dernière équipe à avoir joué 24 matchs dans le clutch avant OKC, et pas plus. Sur une saison, c'est sur une saison de lockout, et c'est une équipe historiquement mauvaise. Quand je te dis historiquement... Ah, c'est les Bobcats? Oui, les Bobcats 2011-2012 jouent 24 matchs dans le clutch. Donc t'as vraiment Warriors 2015-2016, c'est limite la meilleure équipe all-time, et t'as les Bobcats 2011-2012, c'est limite la pire équipe all-time. Donc ça montre un petit peu tout le spectre justement du fait que OKC manque de data dans le clutch. C'est une équipe qui a très peu joué dans le clutch, c'est une équipe qui... J'ai pu lire de ci, de là des reproches disant que cette absence de match dans le clutch faisait que OKC s'était jamais retrouvé face à de l'adversité. Et avec quoi je suis pas vraiment d'accord, parce qu'en fait, la saison d'OKC est tellement historique qu'on a fait croire, enfin que OKC a fait croire aux observateurs que la saison s'est passée sans embûches, sans problème, alors que tu perds Chet Holmgren au bout du 9e match quand même, ou du 10e match de la saison. Donc OKC a eu à faire face à l'adversité avec le nombre de blessures, Hartenstein qui a été blessé, J-Dub qui a été un petit peu blessé aussi. Enfin, je trouve que c'est ton propre adversaire, ça a été toi, plutôt que les adversaires, on va dire, surtout les hanches, hein, parce que les hanches, ok, ici, ça c'est quand même un sacré délire, mais que ce soit Hartenstein, J-Dub, Caruso, Chet, ils sont tous blessés à la hanche, mais oui, pour moi, c'est un truc qui m'inquiète parce que, tu vois, on parlait par exemple de Denver, quand on a fait le précédent épisode qu'on a enregistré, on peut dire le pick and roll, Jamal Murray, Nikola Jokic, pour moi, il y a une base sur laquelle tu peux te reposer quand tu joues des matchs dans le clutch si tu es une équipe comme Denver. Et ça, c'est un truc qui, moi, m'inquiète, entre guillemets, face à OKC, c'est que ça manque effectivement de data sur les matchs dans le clutch. Et j'ai même envie de dire, ça manque de data sur les matchs extrêmement serrés, les fameux matchs à une possession, les 3-point games, puisque OKC est à 1 victoire, 4 défaites sur les matchs qui se jouent à 3 points d'écart, sachant que cette victoire, elle est remportée face aux Clippers il y a ça 2 semaines, et avant, t'étais littéralement la seule équipe de toute la NBA à pas avoir remporté un seul match à 3 points d'écart. Donc oui, moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, mais je me dis, j'en avais parlé chez Wear Thunder, par exemple, quand on avait évoqué le cas des Wolves et les Wolves qui ont joué plus de 45 matchs dans le clutch. Peut-être que les Wolves n'ont pas un très bon bilan sur les matchs dans le clutch, mais au moins ils ont un passif. Au moins ils ont des certitudes, ils ont de la data, ils ont un peu de backup. Là, au OKC, je trouve que c'est une équipe qui va se retrouver pas dans l'inconnu, parce que c'est un groupe qui a au moins joué 2 saisons ensemble, mais qui va arriver avec un manque de données qui peut potentiellement les embêter. J'ai envie de dire, ce serait limite mieux que ça les embête sur un premier tour, puisque tu es censé avoir plus de marge que sur les tours d'après pour avoir de la data pour les futures séries. Mais effectivement, de voir que la seule équipe qui a joué plus de matchs ou qui a joué un nombre relativement similaire au tien dans le clutch, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Ça montre que si tu suis le même chemin que les Warriors 2016-2017, tant mieux. Hein. Mais je trouve que t'es pas à ce niveau de domination. En tout cas, t'es pas attendu à ce niveau de domination en playoff. Je comprends. C'est très vrai parce que c'est un peu les deux côtés de la pièce du clutch. On en parle souvent, nous. C'est que d'un côté, il faut pas te baser sur le fait, ah oui, on joue beaucoup de clutch, mais on est ultra efficace parce que il y a une variation dans le clutch, mais je te comprends complètement en termes de répétition de système, répétition d'habitude de jeu. Ça, c'est important d'en jouer. Et j'ai été regarder, du coup. Alors, c'est une stat qui est un peu biaisée, mais si tu regardes en plus les clutches qui sont joués par OKC, quand OKC est mené, il y en a encore moins, en fait. Parce que comme c'est une équipe qui a beaucoup entamé de clutch en étant devant, en fait, il y en a pratiquement pas, donc c'est une donnée à prendre en compte, sachant que dans la saison, alors, encore une fois je me réfère à toi, le point positif c'est qu'on peut se dire que vous avez rarement subi des blowouts, donc en fait même les matchs vous étiez derrière, c'est des matchs que vous avez su accrocher, quoi. Mais je te rejoins complètement. Oui, c'est ça. Et puis les défaites que tu as, alors je suis pas très fan moi de justifier toutes les défaites par un facteur, c'est-à-dire que t'as beaucoup de défaites qui ont été justifiées en disant oui il manquait de Chet. Bon, les défaites où t'as ni Chet ni Hartenstein, je veux bien quand même. Tu peux les justifier. Voilà, tu peux les justifier. Mais par exemple, les 2 seuls blowouts que se prend OKC quasiment de la saison, c'est le match que tu perds la coup sur coup face aux Rockets, c'est le match que tu perds face aux Lakers. Là, pour le coup, j'avoue, moi, à titre personnel, pas forcément être d'accord avec ce que j'ai pu lire, notamment de certains journalistes de KC qui venaient dire c'est une fin de saison en pantoufle, faut pas prendre ça, faut prendre ça comme un match amical, faut pas retenir de leçons, etc., etc. Pour moi, je suis pas d'accord avec cet aspect-là parce que voilà, je trouve que si jamais les joueurs ont pas envie de jouer, tu les fais se reposer. Parce que si tu les fais jouer pour qu'ils te sortent des prestations comme ça où ils sont pas défensivement, ils font pas les efforts. Limite autant pas les faire jouer du tout. Enfin voilà, je trouve que tu peux pas toujours justifier toutes les défaites par oui c'est la fin de saison, oui il manque machin, oui t'as pas bien tiré à 3 points. Toujours est-il que effectivement les 2 seuls blowouts que tu te prends de la saison, ils arrivent au début du mois d'avril.
Enchaînons avec le deuxième point, Constant. Je te cite encore une fois, la philosophie de venir doubler, aider sur le porteur. Oui, ça c'est un truc qui m'inquiète. Et c'est un petit peu un truc qui peut se rejoindre, on va dire, avec une problématique que tu avais déjà l'an dernier, notamment la série face à Dallas, puisque ce qu'a fait OKC, c'est que OKC est beaucoup venu doubler sur Luka Doncic, ce qui n'était pas forcément la meilleure des tactiques, on va être très honnête. Quand tu viens doubler sur Luka Doncic, tu as de fortes chances pour que Luka Doncic finisse par trouver le joueur qui est ouvert, ce qui a donné typiquement le PJ Washington, la série de PJ Washington, hein, bien sûr, qui peut-être retrouvera le chemin d'OKC si jamais Dallas parvient à sortir du play-in. Mais ouais, moi c'est quelque chose qui m'inquiète et ça rejoint un problème un peu plus général qui est OKC laisse beaucoup de 3 points ouverts dans les corners. C'est un peu, tu vois, l'an dernier je parlais de la défense des Pels en disant c'est une défense de chevalier Jedi. C'est-à-dire que tu vas louper le tir à 3 points. OKC est l'équipe la 28e équipe qui concède le plus de 3 points de toute la NBA en efficacité adverse. Première. Tu concèdes beaucoup de tirs à 3 points wide open et puis en plus ça tombe bien, c'est que les adversaires mettent pas dedans. Alors après t'as ce point, je pense que ce sera l'étape d'après, à mon avis, sur la manière d'utiliser cette stat, c'est de mesurer quel est le pourcentage à 3 points du joueur que tu laisses tirer sur les tirs wide open, parce que OKC a souvent ignoré des non-shooters, mais OKC a parfois aussi laissé tirer de très bons shooters dans les corners. Donc voilà, moi c'est un point qui m'inquiète, et justement j'ai peur que cette philosophie de protéger le cercle à tout prix, et surtout d'envoyer de la pression sur le porteur, puisse t'embêter, parce que justement, face aux joueurs de grande taille, et typiquement à Luka Doncic, on l'a vu, si tu envoies une double team sur Luka Doncic, il va trouver le joueur ouvert dans les corners. Et c'est pour ça que les 2 matchs face aux Lakers, moi je les prends pas autant avec des pincettes que ce qu'ont pu faire certains observateurs en disant oui, mais les Lakers ils tapent leur record de 3 points sur une mi-temps sur les 2 matchs de suite, ils rentrent tout à 3 points. Bon, effectivement, il y a un moment ils sont à 10 sur 12 à 3 points, même sur des 3 points wide open ils seront pas toujours à 10 sur 12, mais ils tirent dans des fauteuils en fait. Il y a très peu de tirs qui sont contestés, c'est beaucoup de catch and shoot, beaucoup de tirs dans les corners, les tirs dans les corners qui sont théoriquement les tirs en dehors des lancers francs les plus simples et les plus rémunérateurs. Donc moi j'avoue que ça m'inquiète, parce que c'est une tactique qui a déjà fait ses preuves face à Dallas, que Dallas a déjà utilisé l'an dernier pour avoir des points et pour trouver un petit peu de la rentabilité dans leur attaque, et j'ai peur que cette année tu reviennes sur ce schéma-là face à des grands porteurs de balles, face à des porteurs de balles plus petits sur le backcourt type je sais pas moi, Darius Garland et Donovan Mitchell par exemple, pour ne citer que. Je pense que tu vas être capable de faire l'affaire, parce que ta défense sur le backcourt est extrêmement solide. Mais face à des joueurs de grande taille, que ce soit typiquement LeBron James ou que ce soit de Luka Doncic, face à des ailiers entre guillemets, je pense que t'as pas vraiment le joueur qui est capable de tenir sur un ailier, ou alors ce sera Jalen Williams mais qui est un peu petit. Et cette situation où tu vas justement pas avoir assez de matériel pour défendre un individuel sur des ailiers, des grands ailiers physiques, va amener des double teams qui va libérer des 3 points. Alors, c'est un peu pour plus tard, normalement, dans le podcast, mais tu as cité Luka, tu as cité LeBron. Est-ce que c'est une problématique Lakers, celle-ci, avant tout? Je pense que c'est potentiellement une problématique Lakers. Ça peut être une problématique Celtics, parce que ça peut être une problématique Clippers, mais dans une moindre mesure. Pourquoi j'ai cité LeBron James et Luka Doncic? Parce que c'est des joueurs qui, à partir du moment où ils seront doublés, trouveront toujours la bonne lecture à faire au niveau du passing. Ce qui n'est pas forcément le cas si tu viens doubler, je sais pas, Michael Porter Jr., si tu viens doubler Jaden McDaniels, si tu viens doubler, je sais pas moi, Brandon Podziski, Pods est pas grand, mais bref, vous aurez compris l'idée. C'est des joueurs qui font toujours les bonnes lectures. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que, effectivement, certains pourraient dire que je suis un peu trop biaisé par les 2 matchs qui ont été joués face aux Lakers, mais cette sensation de voir des joueurs de grande taille qui sont capables de faire des lectures, potentiellement, tu peux toujours te faire sanctionner, parce que tu peux toujours arriver dans une situation de pur tir wide open. Et là, pour le coup, c'est hit or miss, j'ai envie de dire. C'est la défense n'a plus aucun rôle à jouer. C'est le shooter qui se retrouve face à lui. Sachant que on pourrait te rétorquer que bon, il y a des. Alors, c'est une recherche qui est un peu difficile à faire, mais il y a toujours cette, on va dire, dans une communauté analytics qui peut expliquer avec, à juste titre, que la défense sur le 3 points, à quel point le défenseur influe sur la réussite à 3 points. Il y a aussi cette grande question-là à laquelle, bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Et autre chose, pour un peu, bien évidemment, on est dans la partie pourquoi votre équipe gagnera pas le titre, mais on est d'accord que c'est des problématiques qui se posent sur des profils qui, théoriquement, posent problème à tout le monde. C'est-à-dire qu'un porteur de balle de très grande taille, très honnêtement, des équipes qui peuvent défendre ce profil en NBA, il y en a pas beaucoup, voire pas. Il y a peut-être, je peux dire, les Celtics de l'année dernière auraient peut-être eu le matériel, et encore. Constant.
enchaînons avec la création, c'est le point numéro 3. Sans Shai et le manque de dynamisme balle en main. Je vais juste... C'est le moment où je sors ma stat, c'est le moment où Georges Hincapie sort son dernier coup de pédale. J'avais sorti la stat dans le podcast Clippers sur le nombre d'ISO de James Harden sur 75 possessions, qui était historique, qui était revenu sur le prime James Harden. Bien évidemment, c'est le moment où la page Basketball Index décide de se rafraîchir, donc je vais gagner du temps. Shai est dans le top 10 sur les 10 dernières saisons en termes d'ISO sur 75 possessions. Donc, on voit que Shai fait une saison extraordinaire, mais je pense que tu vas peut-être nous amener là-dessus. Il se pose la question de qui, en dehors de Shai, peut peut-être produire offensivement. C'est ça, c'est complètement ça parce que honnêtement, ça peut arriver, hein, mais j'ai beaucoup de mal à voir Shai Gilgeous-Alexander ne pas être efficace sur l'isolation. Enfin, il y a trop de data. Ouais, il y a trop de data. Même la série face à Dallas l'an dernier, il est extraordinaire. Je pense, c'est un classement qui n'existera pas, mais c'est peut-être le meilleur joueur du monde en isolation. Peut-être. Parce que il y a un gros, c'est un peut-être qui est petit en caractère 10, hein, parce que sur les datas des 2 dernières saisons, c'est lui en gros. Hein. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. En scoring, en tout cas, sur isolation, je pense que c'est le meilleur joueur en termes de pur scoring sur isolation. Après, tu pourrais argumenter sur des joueurs comme, je sais pas, Luka, qui ajouterait peut-être un peu plus de playmaking sur leur jeu en isolation. Enfin bref, c'est le sujet à débat. Mais effectivement, moi, j'ai peur de cette autocréation pour les autres, parce que c'est déjà ce qu'avait fait défaut à Dallas, c'est le manque surtout de dynamisme, parce que si vous prenez le nombre de touches par match, OKC est dans le flop 8. Donc il y a Dallas qui fait pire, Houston, les Clippers, les Cavs, Détroit, Boston et OKC. Vous avez remarqué, hormis Dallas, et encore Dallas, c'est à l'époque où il y avait Luka et Kyrie, on est quasiment que sur des joueurs, que sur des équipes avec un joueur qui utilise la balle très longtemps et avec un joueur à très gros taux d'usage. Alors on pourrait me dire que du côté de Cleveland, c'est pas forcément le cas parce qu'il y a plein de joueurs qui se répartissent la marque, mais on est beaucoup sur du jeu à partir du moment où tu as une touche, c'est que tu as une passe et que tu as un décalage qui va souvent permettre de finir au panier. C'est pas vraiment ce que font les Warriors où tu as beaucoup de joueurs qui touchent la balle avant de créer un décalage ou avant de tenter un tir. Donc oui, moi c'est quelque chose qui m'inquiète du côté d'OKC parce que tu peux avoir ce truc que tu as eu l'an dernier, c'est que tu n'étais pas dans la capacité de renverser le jeu, tu n'étais pas dans la capacité de créer des décalages dans la défense à partir du moment où tu avais l'espèce de mur qui se dressait entre Shai Gilgeous-Alexander et le cercle. C'est un peu ce qu'ont fait les Lakers, aussi défensivement. Je reviens beaucoup sur le match des Lakers, mais je trouve qu'il est symptomatique de pas mal de défauts qu'on peut pointer sur OKC et de pas mal de choses qui peuvent être inquiétantes pour OKC d'ici les playoffs. C'est que globalement, il y avait un mur qui se dressait entre Shai Gilgeous-Alexander et le cercle, c'est-à-dire que les Lakers, généralement, lui laissaient passer le premier pas sur le pick and roll. Par contre, tu avais une aide qui venait entre lui et le cercle. Tu avais déjà un intérieur ou un pivot, enfin un ailier qui jouait poste 5 du côté des Lakers qui l'attendait, ce qui libérait potentiellement un Lou Dort ou un Jalen Williams dans le corner. Mais en gros, si Shai Gilgeous-Alexander voulait scorer, c'était que sur du mi-distance ou du short-mid. Avec des flotteurs ou avec son jeu de mi-distance, le cercle était bouché. Et à partir du moment où Shai Gilgeous-Alexander n'est pas balle en main, moi je suis inquiet de cette attaque de Casey parce que je trouve que on en parlera quand on fera le joueur à suivre, mais t'as pas un Jalen Williams dans l'autocréation, c'est très compliqué. Un Tatum Green dans l'autocréation, c'est très difficile. Et je trouve même que dans le jeu de passe que tu peux avoir potentiellement, et Sam Presti avait beaucoup insisté sur ça durant l'intersaison, je trouve que même le jeu de passe n'est pas forcément très bien huilé. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir potentiellement des end-off avec Hartenstein, ou tu vas avoir des cuts avec des joueurs qui se projettent sur le panier, type Isaiah Joe, type Aaron Wiggins. Mais on n'est pas, j'ai beaucoup de mal à voir ce schéma de jeu être vraiment utilisé comme un schéma de jeu répété et viable sur une série de playoffs, parce que je pense que les équipes peuvent vraiment contrer cet aspect-là au fur et à mesure que la série avance. Et surtout, j'avoue, peut-être que je me trompe, mais je trouve que l'autocréation, ou en tout cas que la création via le dribble est toujours plus valuable que la création via la passe. Parce que potentiellement ça peut débloquer d'autres trucs derrière. Et pour le coup, la création via le dribble, hormis chez Gilgeous-Alexander, je suis assez sceptique sur la capacité des autres joueurs d'OKC de le faire à un très haut niveau d'intensité et à un très haut niveau de compétitivité. C'est un point que j'avais abordé dans le Power Ranking et ça s'est un peu équilibré depuis parce que Shai prend moins de tirs en fait statistiquement et Jalen Williams a augmenté sa productivité, mais il y a un peu ce truc de se dire que historiquement, en gros, il y a même dans on va dire dans le OKC actuel, en termes de deuxième ou troisième option, il y a une question de
question de part, de tir, en tout cas de régime de tir qui est pas suffisant. En fait, quand tu regardes historiquement, avoir une première option aussi gourmande, ça peut passer, mais il faut que tes 2 et 3e derrière augmentent un peu le niveau. Et la question qui se pose du coup du côté d'OKC avec cette petite mise à jour et le fait que Jane Williams prenne plus de tirs, c'est plutôt au niveau de la 3e option, qui sera le 3e joueur, parce que, et je me permets d'entrer là-dedans parce que je pense, Constant, que pour quelqu'un comme moi, ou comme la plupart de nos auditeurs auditrices qui regardent OKC d'un peu plus loin, on serait naturellement amené à te dire, mais c'est Chet en fait. C'est Chet le 3e mec. Et pourquoi tu mets ça en question? Parce que t'as pas tellement abordé son cas dans ta présentation. Ah, je trouve que Chet est malheureusement victime de cette espèce d'association que veut faire Sam Presti, de cette double line-up avec Isaiah Hartenstein. J'en parlerai après quand j'évoquerai le cas Isaiah Hartenstein, mais en fait, Chet me paraît beaucoup moins à l'aise au poste 4 qu'il ne l'est au poste 5. Sauf que le fait de le faire jouer au poste 5 amène d'autres problématiques. On parlera du rebond défensif. Enfin voilà, c'était des problématiques qui avaient lieu l'an dernier et qui avaient amené justement au recrutement et à la signature d'Isaiah Hartenstein. Mais Chet, il en a parlé en conférence de presse. C'était la première fois depuis 8 ans qu'il jouait poste 4. Enfin, il a toujours joué poste 5. Du coup, il a dû se réadapter, sachant que début de saison, il joue poste 5. Il est très très bon avant de se blesser. Même offensivement, il y avait une vraie progression. Il était plus physique. Il allait chercher plus de lancers. Enfin, il était vraiment très bon. Il revient au mois de février dans une équipe qui a déroulé complet sans lui, parce que OKC est en 26-6 sur les matchs joués avec Chet Holmgren qui est absent. Donc il a fallu se réadapter tout de suite. Et puis au moment où il revient, il se reblesse un peu. Et puis Hartenstein joue pas tous les matchs. Et puis lui, il joue pas le back-to-back. Donc là aussi, comme j'ai évoqué avec ces 316 minutes ou 313 minutes que les deux ont joué ensemble, t'as peu de temps vraiment pour t'adapter. T'as peu de temps pour trouver une espèce il y a un affectif entre guillemets, mais pour trouver une aisance entre les deux, pour trouver une compatibilité. C'est pas exactement le mot que je voulais utiliser, ou des réflexes, bref. Donc ouais, c'est un point qui m'inquiète. Après, je considère toujours que Chet Holmgren est le 3e meilleur joueur d'OKC, tout simplement parce que son impact défensif, notamment en termes de protection de cercle, est complètement fou. Alors vu qu'il a été blessé, il a défendu que 222 tirs au cercle. C'est seulement le 166e en NBA de toute la saison. N'empêche que sur les tirs défendus au cercle par Chet, les équipes adverses tirent à 45% de réussite. 45% il doit de être réussite. 3e, 4e, un truc comme ça. Je suis allé chercher. Parmi tous les joueurs qui ont défendu 222 tirs au cercle ou plus sur les 10 dernières années. Ah ouais, d'accord. Sur les 10 dernières années, il est battu que par 3 joueurs. Giannis 2019-2020, Andrew Bogut 2014-2015, Roy Hibbert 2013-2014. Il n'y a que 3 joueurs qui ont un pourcentage de panier défendu au cercle plus bas que celui de Chet. Qui sont les 3 dans des grosses défenses. Oui, sachant que quand Giannis, il est premier en 2019-2020, deuxième c'est Brook Lopez. Pour donner un ordre d'idée, par exemple. Mais voilà, je trouve que la protection de cercle de Chet est excellente, vraiment un des tout meilleurs protecteurs de cercle. Je te pose une autre question, Constant, avant qu'on aille au motif d'espoir. Bon, vous avez compris en réécoutant le début du podcast sur le résumé de la saison, il y a pas mal de motifs d'espoir. Dernière chose, Constant, imaginons, et là je grille peut-être un peu la suite, mais imaginons que ce problème de dynamisme, de création devienne un vrai problème dans une série de playoffs. La solution, c'est quitter cette line-up, ce 5-2 grand. C'est ça, selon toi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la solution, parce que malgré tout, Isaiah Hartenstein t'amène quelque chose au niveau de son passing. C'est-à-dire que si vous prenez, alors je suis même pas allé chercher au niveau des end-off qu'il peut faire, mais si vous prenez les screen assists, donc les fameux passes décisives après un écran, il est 3e de toute la NBA. Oui, les Draymond Green, effectivement. Il est 3e de toute la NBA. Il y a que Sabonis et Rudy Gobert qui font mieux. Et ça, je trouve ça intéressant parce que il a quand même cette capacité de décharger balle en main un tout petit peu chez Gilgeous-Alexander, ou alors, ce qu'on a vu cette saison, si t'as chez Gilgeous-Alexander qui est doublé sur le pick and roll, au moins t'as Isaiah Hartenstein qui est capable de faire une passe dans une situation de 4 contre 3. Et ça, je trouve que le passing d'Isaiah Hartenstein, c'est pas le joueur à suivre, parce que mon joueur à suivre était trop évident pour pas l'évoquer, mais je trouve que le passing d'Isaiah Hartenstein est vraiment quelque chose qui peut être vital. Parce que si jamais tu ne l'as pas, tu reviens dans la même configuration que tu étais l'an dernier face à Dallas, où tu n'avais aucun joueur qui était capable de créer des différences au niveau de la passe. Tu as beaucoup de connecteurs, mais tu n'as pas vraiment de playmaker. Et du coup, tu reviens, la série face à Dallas l'an dernier, sans Josh Giddey, depuis l'an dernier, face à Dallas, Josh Giddey, c'était pas non plus au niveau du playmaking, c'était pas très bon. Et il y a un autre point que je voudrais citer quand on parle d'Isaiah Hartenstein, c'est que
ok, il n'est pas forcément, on va dire que c'est pas le joueur que tu as envie de mettre le plus en avant, c'est pas le joueur qui va permettre à Chet de mieux fonctionner sur le parquet. Par contre, il est crucial sur un point, c'est le rebond défensif. C'est-à-dire que le rebond défensif, ça a été catastrophique pour OKC l'an dernier. Je crois même que j'en avais parlé dans les pourquoi ils gagneront pas. Si vous prenez les on-off de rebond défensif, Hartenstein est dans le 91e centile sur les on-off. C'est-à-dire que quand Hartenstein est sur le parquet, OKC est une bonne équipe pour rebond défensif. Quand Hartenstein n'est pas sur le parquet, c'est une mauvaise équipe pour rebond défensif. Et un tout dernier point, et ça pour le coup c'est une problématique, c'est que si vous prenez le on-off en termes de fréquence de tir à 3 points tenté par OKC, Hartenstein est dans le 0e centile. OKC tente 10 points de pourcentage de moins en fréquence sur les tirs à 3 points quand Hartenstein est sur le parquet par rapport au moment où Hartenstein n'est pas sur le parquet. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où Hartenstein n'est pas sur le parquet, tout le monde peut théoriquement tirer. Ouais. Parce que le backup, soit tu redécales Chet au poste 5 et après c'est Kenrich Williams, même Jalen Williams, qui est pas l'ailier, qui est l'intérieur, Jalen, est capable de tirer aussi. Tout le monde peut tirer hormis Isaiah Hartenstein. Donc forcément, ça va influer sur cette perte-là. Mais voilà, je trouve que de toute façon, Hartenstein est peut-être même le deuxième meilleur joueur de KC cette saison. En tout cas, c'est le deuxième plus régulier, j'ai envie de dire, sur l'intégralité de la saison derrière Shea. Il t'amène des défauts, mais il t'amène beaucoup de sécurité et beaucoup d'options supplémentaires en attaque qui font que, hormis s'il se fait démolir, par exemple, sur le pick and roll face à Tatum, comme ça a pu être le cas sur le match qu'OKC va remporter à Boston, il est très difficile de s'en passer. Ok, donc ça sera pas, comme disent parfois les caries, ça sera pas les Exezenos, ça sera les Jimmy's and Joe's, quoi. En gros, ouais, 6. c'est possible. Exactement. Eh bien, enchaînons avec les motifs d'espoir. Je te cite encore une fois, Minigoat, tout le reste, j'ai qu'à me baisser pour en trouver, entre parenthèses, en théorie. Du coup. Oui. Bon. Défense, alors, Constant, défense historique, première option. En fait, vous voyez que dans ces pourquoi votre équipe gagnera pas le titre, souvent on fait un peu des checklists. Il faut un joueur top 5 DH20, check. Il faut une profondeur de banc, check. Il faut une capacité à avoir plusieurs line-up efficaces, check. Il faut la polyvalence. La polyvalence défensive, check. Je veux dire, ouais, les motifs d'espoir sont nombreux, quoi. Non, mais je vais te sortir la stat quand même, Ben. C'est que OKC, avant le 1er janvier, OKC était la 7e attaque et la première défense de NBA. OKC, depuis le 1er janvier, il y a 48 matchs. Meilleure attaque, meilleure défense de toute la ligue. Ils ont 1,2 points d'avance sur Cleveland à l'offensive rating. Sur Cleveland. Ils sont à 14,3 de net rating. Cleveland est deuxième à 8,2. Il y a 6 points de net rating d'écart. C'est indécent. Pour vous faire une petite histoire du net rating, 14.2, c'est le firmament, c'est genre la meilleure saison en net rating de l'histoire, c'est même pas 14, c'est 13.4. Oui, c'est 13.4. Des Bulls de 96, donc. Ok, ici, il y était avant les deux défaites face aux Rockets et face aux Lakers. Ils étaient à 13.4 de net rating. Donc, motifs d'espoir sont, alors, c'est encore une question qui était pas dans la trame, Constant. Par rapport à la saison dernière, on est d'accord que tu es nettement plus confiant au niveau du motif d'espoir. Ouais. Oui, je suis nettement plus confiant déjà parce qu'il n'y a pas Josh Giddey. Et puis, je l'avais dit l'an dernier, je voyais pas cette équipe championne avec un joueur aussi problématique que Josh Giddey sportivement dans le 5. Mais je peux t'en reciter. J'adore que tu aies rajouté sportivement. Ouais, t'as vu sportivement, t'as vu. Bon, salut Adrien. Mais t'as un truc aussi, c'est que, ici, il y avait cette crainte en début de saison et à We Are Thunder, on avait beaucoup insisté sur l'augmentation du volume à 3 points. Parce que OKC avait beaucoup de shooters à faible volume et sur la série face à Dallas, le fait d'augmenter ces volumes avait été fatal à nombre d'entre eux en termes d'efficacité. Avant le 1er janvier, OKC est 21e en termes de pourcentage de réussite à 3 points. Depuis le 1er janvier, OKC est premier à 41% de réussite à 3 points sur les 48 derniers matchs. C'est très honnête. Et puis un tout dernier truc. Vous regardez, en fait, moi, le motif d'espoir, c'est que, en gros, quels sont les deux trucs que tu vas valoriser en playoff ? C'est le jeu d'isolation et le pick and roll. OKC, c'est la meilleure défense d'isolation de toute la NBA. C'est la deuxième meilleure attaque. C'est la 6e meilleure attaque sur le pick and roll Ball-Handler. C'est la 4e meilleure défense. Et c'est la 11e meilleure attaque sur pick and roll Rollman. Et c'est la 6e défense. En fait, quand tu es top 10 en attaque et en défense sur les 2 points les plus cruciaux, offensivement et défensivement, quand tu vas jouer une série de playoffs, je trouve que c'est quand même assez porteur d'espoir. Même si, voilà, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment un point statistique. Le truc qui me fait le plus peur avec OKC,
c'est un truc qui n'est pas quantifiable. C'est de la psychanalyse. C'est-à-dire que moi, le truc qui me fait le plus peur avec OKC, c'est que j'ai l'impression que c'est des joueurs qui sont des dauphins et que des dauphins, t'en fais pas un requin. Voilà, moi, c'est un truc qui m'inquiète, c'est qu'en dehors de Shai Gilgeous-Alexander, je trouve qu'il n'y a pas de tueur dans cette équipe, en fait. Et là, on peut me dire, oui, Constant, c'est vraiment des trucs de comptoir, t'as l'impression d'être dans l'after-foot, mais vraiment, j'ai ce ressenti de ne pas avoir de tueur dans cette équipe, et dès qu'il y a des matchs importants, ça s'écroule psychologiquement. Que ce soit la série face à Dallas l'an dernier, où tout le monde, d'un coup, perd son adresse à 3 points, que ce soit la finale du Mid-Season Tournament face aux Bucks, où tout le monde perd son adresse à 3 points aussi, je trouve que dans les matchs coup près, cette équipe d'OKC, en dehors de Shai Gilgeous-Alexander, une nouvelle fois, qui avait été extraordinaire face à Dallas l'an dernier, n'est pas tueuse. Et tant que j'ai pas vu cette équipe être tueuse, tant que j'ai pas vu cette équipe, je sais pas, moi, il y a 5 points d'écart dans le 4e quart-temps sur une série à 2-2, elle te met un round de 8-0, elle va remporter le match. Tant que j'ai pas vu cette équipe me prouver qu'elle était tueuse et qu'elle était capable de close out des situations tendues en prenant ses responsabilités et en jouant au niveau qui était le sien durant la saison régulière, j'aurais toujours cette crainte. 2 choses. Étant fan des Baltimore Ravens, je comprends complètement ce que tu es en train de dire, Constant. C'est-à-dire que les net ratings, les records des saisons régulières d'efficacité, moi, je vous avoue que je suis en relation compliquée avec une équipe qui ne fait que ça depuis 3 ans et qui, du coup, ne fait rien en playoff. Donc, je comprends complètement ce que tu dis, Constant. Et pour moi, c'est un peu le malheur de OKC, c'est d'être passé, en gros, d'une équipe play-in à une équipe dominante de l'Ouest en 12 mois, quoi. C'est-à-dire que t'as pas eu ce moment où, en gros, vous êtes passé d'un moment d'une campagne de saison régulière où vous entamiez les playoffs sans trop de pression. Ah, bah, on est premier seed à l'Ouest et on doit passer des tours. Et t'as peut-être pas eu ce moment où les joueurs ont dû, prouver ou ont peut-être eu des confrontations difficiles 4-5 où c'est plus, limite, c'est de votre faute, mais c'est de votre faute entre guillemets. C'est-à-dire qu'en termes de niveau, il y a une telle, explosion que t'as pas eu le moment où t'étais ric-rac face à d'autres équipes et qui pouvaient te donner ces séries compliquées. Ce qui peut être, on en parlait en off sur l'épisode Nuggets tous les deux. Tu me citais ils n'ont pas eu leur Clippers 2014. Exactement. Ils ont pas eu le Clippers 2014. Ils ont pas eu cette série où bon bah on a perdu, mais c'est, je sais pas, pour la suite c'est fondateur quoi. On pourrait nous dire que c'est peut-être le Dallas l'année dernière. Hein. C'est peut-être Dallas l'année dernière cette série-là. Peut-être que cette équipe a retenu les leçons de la série face à Dallas de l'an dernier. En tout cas, je l'espère, mais voilà, c'est une crainte que j'ai, c'est que vraiment les matchs coup près, je fais confiance à Shai Gilgeous-Alexander dans les matchs coup près et tout le reste, soit ça me paraît trop tendre, soit ça me paraît se décomposer un peu trop facilement. C'est peut-être lié à l'âge aussi, hein, parce que t'es encore l'équipe la plus jeune de NBA en termes de moyenne d'âge, par rapport au nombre de minutes jouées, hein, parce que mettre 4 joueurs qui ont 18 ans et qui jouent pas, forcément, c'est un peu plus simple pour baisser la moyenne d'âge. Tu dois être l'équipe la plus jeune, ouais, avec les Rockets. C'est peut-être lié à l'âge aussi, c'est peut-être lié au fait que c'était tes premiers playoffs l'an dernier pour beaucoup de joueurs. Mais du coup, cette année, pour moi, tu dois être le patron, en fait. Parce que t'as été le patron, t'as beaucoup de gens qui te respectent pas, on va être très honnête, que ce soit les Shannon Sharp, que ce soit les Nick Wright, que ce soit les Gilbert Arenas, t'as l'impression qu'OKC va se faire taper par n'importe quelle équipe au premier tour, si t'écoutes à peu près n'importe quel analyste américain plus ou moins sérieux. Il faut que tu tapes du poing sur la table. Il faut que tu montres que non, la saison, justement, faut que tu fasses la Warriors 2014-2015 où ça gagne 67 matchs. Moi, j'étais pas complètement focus sur le basket cette année-là, donc je sais pas exactement comment on parlait des Warriors. Moi, je trouve que c'était plus ou moins le même discours. Voilà, en fait. parce que c'était une équipe qui avait pas prouvé. Donc Exactement. on se disait quand est-ce que ça va s'effondrer. Sauf qu'ils ont prouvé. Bon, même s'il a fallu que Kyrie Irving se blesse, mais ils ont quand même prouvé. Et je trouve que OKC doit suivre cette courbe-là. C'est là où ça amène un certain paradoxe, c'est que d'un côté, il faut taper du poing sur la table et de l'autre, ça revient avec certains points qu'on avait cités plus tard. Pour que tu aies ces répétitions en fin de match, il faudrait limite que tu aies certains matchs serrés à certains moments. Genre, je sais pas, un match 2 sur le 1-8 qui soit un peu accroché, que tu gagnes, ça te permet d'avoir des répétitions un peu dans le clutch. Un joueur qui aura de l'importance dans le clutch, mini-goat, c'est Jalen Williams. Joueur clé et je crois que tu nous l'as dit à nous dans un podcast ou en off, je sais plus, le joueur le plus important des playoffs, c'est ça? Ouais, je l'ai dit dans le Power Ranking. C'est le plus gros facteur X des playoffs. Pour moi, c'est le plus gros facteur X des playoffs. Avec Evan Mobley. Ça peut se battre avec Evan Mobley aussi. Mais, en fait, et c'est un énorme si, parce qu'on l'a pas vu cette année. Si Jalen Williams était au niveau en termes d'autocréation, comment tu fais pour battre cette équipe d'OKC?
Et je demande même pas à ce que Jalen Williams soit au niveau en termes d'autocréation à tous les matchs. Je pense que cette équipe d'OKC, et peut-être que je me trompe, a suffisamment de marge pour être capable d'en prendre un ou deux sur de la pure domination. Juste, t'es plus fort, tu prends un ou deux matchs. Minimum un ou deux. Enfin, sur des premiers tours de playoff, vous pouvez en prendre 3 sur la domination. Ça, on verra après. On verra le plancher plafond. Mais je pense qu'OKC, il y a des matchs où tu vas juste être trop fort, la défense est trop étouffante. Le trio, on n'en a même pas parlé, le trio Lou Dort, Caruso, Cason Wallace sur les extérieurs, ça va être extrêmement compliqué pour n'importe qui veut essayer de scorer. Jalen Williams fait partie de ce quatuor absolument dingue défensivement. Il doit être all defensive, je pense qu'il le sera. Pour moi, il doit même être all defensive first. Tellement la saison en termes de protection de cercle. Pour regarder les joueurs qui ont défendu le plus de tirs au cercle, il y a des intérieurs et puis il y a Jalen Williams en termes de perte d'efficacité. Gros usage, enfin gros volume de tirs défendus au cercle, plus grosse perte d'efficacité. Il y a Jaren Jackson, il y a Evan Mobley, puis il y a Jalen Williams qui arrive, tu sais pas trop comment. Vraiment en termes de polyvalence défensive, il est absolument fou. Par contre, offensivement, il y a eu un vrai pas de recul qui a été fait par rapport à l'an dernier. Je l'avais déjà largement couvert quand j'avais parlé d'OKC l'an dernier, mais il était premier à l'EFG sur les tirs en pull-up. Parmi les gros volumes de joueurs qui prenaient des tirs en pull-up, c'était pas tenable. Bon, spoiler alert, ça n'a pas tenu. Voilà, ça n'a pas tenu. Et je trouve que cette année, Jalen Williams, il s'est vraiment enfermé dans un rôle de bad shot maker que j'ai trouvé assez désagréable tout au long de la saison. Prenez par exemple en saison rookie, il tente 48% de ses tirs au cercle. Cette année, il est à 29. L'an dernier, il était à 35. Donc petit à petit, ça baisse au cercle. L'augmentation du volume à 3 points, elle est pas trop là. En fait, il a augmenté son nombre de longues touches, ce qui est pas vraiment ce que tu as envie de valoriser. Il va un peu plus sur la ligne des lancers. Ça, c'est vraiment un truc qui était assez frustrant chez lui l'an dernier. Quand tu vois le physique et qu'il n'était pas capable de provoquer des lancers, c'est un peu plus le cas là. Encore faut-il les mettre, c'est pas toujours le cas, mais au moins il en provoque un peu plus. Et je trouve que Jalen Williams, sa saison est en demi-teinte, mais il arrive plutôt du bon côté, où il arrive plutôt sur la bonne dynamique. Puisque si vous prenez le true shooting de Jalen Williams avant le All-Star Break, il est à 56 de true shooting. Ça fait 97 de true shooting plus, il est 3 points en dessous de la moyenne NBA. Si vous prenez J-Dub post-All-Star Break, donc les 18 derniers matchs, il est à 60.9 de true shooting, et là on est à 106 de true shooting plus. Ça, c'est intéressant. Alors que, bizarrement, ses pull-ups étaient plus efficaces avant le break qu'après le break. Pourquoi il est plus efficace après le break? Parce qu'il tourne à 50% sur les catch and shoot à 3 points, alors qu'il en tente 4. C'est pas mal, 50% à 3 points sur 20 matchs, c'est honnête. Donc oui, je trouve que Jalen Williams, défensivement, il va être très important parce que justement, c'est un peu lui qui va être missionné, soit pour défendre sur les deuxièmes intérieurs, si tu passes sur des line-up avec Chet au poste 5. Typiquement, si tu défends, je sais pas moi, si tu te retrouves face à Cleveland en finale NBA, tu vois, allez, hop, on part déjà sur ça. Si jamais tu veux mettre Chet au poste 5, c'est J-Dub que tu vas mettre, que tu vas envoyer défendre sur Evan Mobley. Donc déjà, il va y avoir ça. Potentiellement, si tu joues face aux Lakers, c'est J-Dub que tu vas envoyer défendre sur LeBron James, ou c'est J-Dub que tu peux envoyer défendre sur Luka Doncic par séquence. Enfin, sa polyvalence. Densité des liés à l'ouest. Voilà. C'est pour ça. Ou sur Anthony Edwards. Enfin, J-Dub a vraiment, Jalen Williams a vraiment une polyvalence défensive absolument dingue. Il y a vraiment, défensivement, il a franchi un step qui est colossal et c'est un des tout meilleurs défenseurs NBA. Je n'ai pas peur de le dire. Par contre, offensivement, il reste sur la fin et je trouve qu'OKC même, j'allais dire presque, mais non, OKC a plus besoin de son apport offensif que de son apport défensif. Parce qu'en dehors de Shea, c'est lui qui doit être capable de gérer la seconde unit, ce qu'il n'a pas fait pendant la très grande majorité de la saison. Alors, on peut dire, oui, regardez les minutes, son net rating sans Shea, il est positif. Toujours est-il que c'est pas lui qui gérait la seconde unit, c'était des Jay Mitchell, c'était Darren Wiggins, c'était Isaiah Joe. Puis les net ratings d'OKC cette année, vu que tu as une équipe qui gagne un camion de match, il y a un certain... Du coup, vu le portrait que tu as fait, Constant, le Jalen Williams, imaginons que tu pouvais lui susurrer à l'oreille des conseils, c'est quoi le Jalen Williams pour toi idéal de cette campagne de playoffs? Si on résume un peu ce que tu as dit, c'est un joueur qui irait plus au cercle, qui serait dans la connexion et qui aurait tendance à être capable de suppléer Shea sur du volume quand Shea est pas sur le terrain. Oui, c'est ça, parce que c'est un bon playmaker, c'est même un très bon playmaker. En fait, il est polyvalent, il sait quasiment tout faire, sauf scorer de manière efficiente cette année, ce qui est un peu embêtant. Mais effectivement, je trouve que Jalen Williams, à partir du moment où il n'a pas le premier décalage sur son dribble, c'est très compliqué ce qu'il tente. Tu sens qu'il n'y a pas la capacité d'improvisation que peut avoir Shea sur ok, le défenseur fait contre comme ça, moi je vais contrer le contre de cette manière. Je trouve que peu importe ce que le défenseur propose en face de lui,
il va rester dans sa position initiale de dire je veux aller dans cette zone, je veux tenter ce type de tir, peu importe la couverture défensive, peu importe à quel point le défenseur est plus ou moins proche de moi. Effectivement, je pense que la meilleure version de Jalen Williams, c'est la version qui met quand même des pull-ups, notamment à mi-distance, parce que tu auras quand même besoin des pull-ups à mi-distance, tu peux pas tout miser sur le cercle. Mais c'est le Jalen Williams, pour le coup, même si OKC perd, regardez le match face aux Rockets, le match qu'OKC a joué il y a une semaine, il est super en termes de capacité de drive, de finition au cercle. Faut que ce soit ce Jalen Williams-là. Jalen Williams qui retrouve un peu plus le cercle, qui est un peu moins focus dans du bad shot making. Et là, pour le coup, c'est aussi une problématique entre guillemets structurelle parce que pour moi, il doit beaucoup plus aller au cercle à partir du moment où tu as Chet que quand tu as Hartenstein au poste 5. Là où Shea peut un peu se dépatouiller pour aller au cercle quand il veut, où il veut, comment il veut. Pour J-Dub, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'a pas le handle suffisamment fort pour vraiment lâcher ses vis-à-vis. Et je citerai juste une dernière stat qui, moi, m'inquiète pour Jalen Williams. Si vous prenez le PSA, donc c'est le nombre de points marqués sur 100 tirs tentés, face au bottom 10 au net rating, donc les 10 pires équipes en différentiel attaque-défense, il est dans le 72e centile chez les forwards. Si vous prenez face au top 10 net rating, donc les 10 meilleures équipes, entre guillemets, NBA cette saison, 47e centile chez les forwards. Il y a une vraie baisse d'efficacité entre les matchs face aux faibles et les matchs face aux gros. Ça avait déjà été le cas face à Dallas où il s'était complètement fait lockdown, même par Kyrie Irving, ce qui était quand même assez inquiétant. Cette année, on n'a pas envie de voir ça. Constant, arrive-t-on... Je rajouterais juste que pour moi, c'est aussi un joueur clé, et je l'ai déjà dit parce que il y a une densité sur les joueurs qui va défendre, tu l'as déjà dit, Constant, mais à chaque série, il va peut-être défendre un mec qui est potentiellement DH20 ou qui s'en approche, quoi. C'est une dinguerie. Les potentialités, c'est peut-être Jason Tatum, c'est peut-être LeBron, ça peut être Kawhi, ça peut, enfin bref, la densité de joueurs qui peut défendre Anthony Edwards, comme tu l'as dit, donc c'est assez fou. Est-ce qu'on arrive, Constant, tranquillement mais sûrement, vers le moment que tout le monde attend? Le moment plancher, plafond. Je vais faire durer le suspense un peu plus. Commençons par le plancher. Constant. Moi, je l'ai dit depuis le début des previews. Bon, j'ai pas fait celle de Boston, vous l'avez entendu hier avec Madiane et Greg. Pour moi, c'est la seule équipe avec Boston pour laquelle je ne mets pas un plafond au premier tour. Oh, plancher, oula. Un plancher au premier tour. Franchement, votre plancher, pour moi, c'est la finale de conf. J'ai beaucoup de mal à voir un monde où vous sautez avant la finale de conf. Demi-finale de conf, plancher. Ça reste demi-finale de conf parce que je trouve que l'équipe n'est pas si différente que ça de l'équipe de l'an dernier. Qui saute en demi-finale de conférence. Et je me demande... Cite-moi des noms, Constant. Alors, qui? Des noms d'équipes? Oui. Faudrait que je regarde le classement, mais là, les Lakers vont faire 3, probablement. Donc, ils seront de l'autre côté du bracket. Donc, déjà, ça réduit un peu le champ des possibles. Pour moi, ça dépend du 4-5. Les Clippers, non, même pas, en vrai. Bon, les Clippers peuvent te taper. Allez, vite. On a fait la preview Clippers. Mon problème avec les Clippers, c'est que 36% d'ISO James Harden avec votre défense. OKC qui est la meilleure défense d'ISO, ouais, ça passe pas. Bien sûr, mais certains pourront me rétorquer, oui, OKC étant 4-0 face aux Clippers. Ouais, il y en a 3 sans Kawhi Leonard, c'est pas le même. Mais non. En vrai, c'est là toute la problématique, et je l'ai évoqué quand on a fait la tier list chez We Are Thunder, c'est que pour moi, OKC est favori face à toutes les équipes de l'Ouest. Je vais être très honnête, est favori face à toutes les équipes de l'Ouest. Mais il y a un scénario irrationnel qui est, tu es capable de perdre. Et j'ai même envie de dire, tu es plus capable de perdre, de te saboter et de perdre la série qu'un adversaire est capable de te battre. Donc du coup... Je me dis, quelles sont les équipes qui sont capables d'appuyer sur ta capacité à te saboter pour aller prendre des matchs? Et pour moi, il n'y a que des équipes de vétérans qui sont capables de le faire, avec les Lakers, les Clippers, les Warriors. Moi, c'est les seuls. Je vois pas les Rockets, par exemple, être suffisamment malins, même si tu les joueras pas avant les finales de conf. Potentiellement, tu les joueras même plus de la saison, pour appuyer un petit peu sur le fait que tu te sabotes. Là où pour moi, les vieux ont plus cette ruse de faire. Ah, on voit justement, comme l'a fait Dallas l'an dernier. Alors, on voit que les 3 points ils rentrent pas, on voit que le mur ça marche bien, on voit que les double teams ça marche bien, on assiste sur ça. Ouais, ta crainte, c'est pas tellement une équipe qui se sublime en face, mais c'est un auto-sabotage d'OKC, quoi, clairement. Ouais, bien aidé par d'autres équipes, parce que Dallas, tu perds pas la série tout seul l'an dernier, Dallas joue très bien aussi, mais je pense, tu vois, là quand on avait fait la tier list, j'avais mis Nuggets pire tirage pour OKC. Je pense, et peut-être que là aussi je me trompe, et que je suis trop biaisé par les 2 matchs qui ont été joués là il y a une semaine,
je pense que les Lakers sont la seule équipe capable, à l'Ouest, de se sublimer pour se mettre au niveau d'OKC. Potentiellement. Parce que LeBron James et Luka Doncic peuvent poser de problème. Sur le premier match, même quand ils mettent plus leurs 3 points en deuxième mi-temps, t'as aucune réponse. Et sur le deuxième match, Luka Doncic se fait exclure. Il y a +1 pour les Lakers à 8 minutes de la fin. J'aurais bien été curieux de voir ce qui se passait dans cette fin de match-là, surtout que OKC, pour le coup, était vraiment déterminé à aller le prendre, celui-là. Donc, ouais, pour moi, les Lakers peuvent se sublimer, mais le reste, c'est une équipe de vétérans. Après, il y a un point que j'ai évoqué aussi après la défaite face aux Lakers. Je pense qu'on surestime plutôt la marge qu'OKC a sur le reste de l'Ouest. C'est vrai. Oh. Je pense un peu. Pourquoi ? Parce que on peut me dire oui, c'est des head-to-head en saison régulière, ça compte pas, machin. OKC est que en 2-1 face aux Lakers. OKC est en 2-2 face aux Rockets. OKC est en 3-2 face aux Rockets, mais OKC en gagne un où il n'y a pas Alperen Sengun, il n'y a pas Amen Thompson, il y a juste Jalen Green, donc ça compte pas. OKC est en 1-2 face aux Warriors. Alors les 3 matchs, le premier Chet se blesse et les 2 autres il est pas là. Ça pour le coup c'est le point, l'astérisque que tu peux mettre sur toutes les head-to-head quasiment. Le match qu'OKC remporte, c'est même avant le trade de Jimmy Butler, Stephen Curry n'est pas là. Tu es en 2-2 face aux Nuggets. Tu es en 4-0 face aux Clippers, ça c'est bien. Et tu es en 2-2 face aux Wolves. Et là, pour le coup, face aux Wolves, Chet Holmgren a joué 2 matchs aussi. Et une victoire, une défaite sur les matchs où Chet joue. Et l'autre que tu perds, tu mènes de 25 points. Hartenstein n'est pas là la seconde mi-temps. Enfin, là, pour le coup, tu peux trouver des circonstances, on va dire, qui excusent un petit peu. Mais si vous prenez ce bilan-là, OKC est pas aussi dominant que le bilan laisse à penser. Donc, je me demande à quel point OKC bénéficie vraiment d'une marge conséquente comme on prétend un peu partout. Après, tu vois, ce genre d'affrontement direct, de confrontation directe, aucune équipe n'a un très 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 bon bilan. Vous voyez, j'essaye de convaincre Constant aussi. Personne n'a un bilan absolument parfait contre les bonnes équipes parce que concrètement, même dans une saison où tu vas perdre une poignée de matchs, tu perdras ces matchs-là, tu vas pas les perdre contre les Wizards, tu vois, concrètement. Voilà. Bien sûr. Mais voilà, c'est ce petit point d'interrogation. Je comprends. Et c'est là où je trouve que ton parallèle avec les Warriors, la première mouture des Warriors de première année où ils explosent. Alors encore une fois, moi c'était le début de Dunk Hebdo en tant que blog site à cette époque, mais il y avait un peu ce discours que je portais aussi, je vais être très honnête, à l'époque, de se dire, parce que j'ai une connaissance de NBA, je dis pas qu'elle est meilleure maintenant, mais était encore moins bonne à cette époque, c'était l'idée que oui, ils ont pas prouvé et tout, et que au bout d'un moment, il y a quand même un paquet d'indicateurs qui nous prouvent que c'est une équipe quasiment historique, qui est menée par un joueur qui fait une saison de MVP et qui a une très bonne profondeur. Donc là où je suis d'accord avec toi, parce que on va être honnête, Constant, on partage un traumatisme similaire au niveau de nos équipes sur certains aspects. Donc je comprends. Là où j'en suis sûr que dans les commentaires on nous dira mais Constant, etc. T'es trop pessimiste. Je comprends, mais complètement, je bois ces paroles, Constant. Il y a quand même une marque que je trouve supérieure, surtout que c'est la dernière preview qu'on enregistre. Et j'ai fait la plupart des équipes de l'Ouest, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent sur les Lakers. Il y a quand même toutes ces équipes qu'on a faites. Elles ont quand même toutes un point sur lequel OKC pourrait appuyer de manière, mais vraiment, quitte à poser problème face aux Wolves, tu l'as dit, quid de une série de 7 matchs où Anthony Edwards va devoir jouer à niveau MVP parce qu'il y aura pas de production offensive contre OKC en plus. Je pourrais faire la liste contre toutes les équipes. Houston, toi et moi, on l'a déjà dit, on n'a pas une vision très absolument extraordinaire de Houston. Contre les Warriors, le déficit de taille sur les 5 avec Chet et Hartenstein me terrifie en fait. Je sais pas comment les Warriors font sur une série pour ça. Et le Jimmy Butler playoff, moi j'y crois un petit peu moins. Où est la liste? Les Clippers, on en a parlé dans la preview Clippers. Je ne crois pas au fait que tu puisses avoir de l'ISO James Harden et que Kawhi se blessera à un moment ou à un autre. On a qui d'autre? Les Nuggets. On a fait la preview ensemble, Constant, cette équipe, on joue pour prendre du plaisir. Enfin, il y a un moment. On joue dur. On joue dur. Il y a un moment. Et moi, je trouve que ce two big line-up leur posera problème par rapport à notamment pour la création de Jokic. On l'a dit ensemble, ils sont totalement dépendants de la création de Jokic. Enfin, tu n'as pas un point faible aussi marqué chez OKC. Non. Tu l'as pas. Donc. D'ailleurs, j'en profite pour faire pas un tout petit coup de rapide. Je sais même pas à quel point on est sur le compteur, mais c'est pas grave. Je fais quand même. Je l'ai pas regardé non plus, t'inquiète. Non, vous saurez, moi je sais pas. Mais un tout petit coup de gueule sur le fait que je peux lire. Oui, ça va laisser des joueurs qui savent pas tirer ouvert. Typiquement, ça va ignorer les Alex Caruso, ça va même ignorer potentiellement les Lou Gensdorf. Toutes les équipes font ça.
et vous regardez tous les starting five de toutes les équipes quasiment qui sont en playoff, hormis Boston, et encore Boston, il y en a certains qui feront ça avec Jrue Holiday. Il n'y a pas un joueur qui n'est pas laissé wide open. Donc, s'il vous plaît, là, pour le coup, je vais faire mon optimiste avec OKC. Si on pouvait arrêter d'utiliser cet argument de oui, on va laisser un joueur ouvert à OKC qui ne s'est pas shooté. Les Clippers ont Chris Dunn. Les Warriors, ils vont avoir whoever is le poste 5. Les Lakers, va y avoir ça avec Vanderbilt. Enfin, voilà. C'est toutes les Nuggets, va y avoir ça avec Aaron Gordon. Toutes les équipes ont ça. Toutes les équipes vont avoir un joueur qui va être ignoré par la défense parce que c'est les schémas défensifs de la plupart des équipes NBA, c'est d'ignorer les non-shooters ou les shooters qui seront ne serait-ce qu'average. Ça, pour le coup, j'avoue que ce reproche-là sur OKC, tu peux l'appliquer à quasiment toutes les équipes NBA et pour le coup, ça me saoule un peu, ça. Constant. Le moment tant attendu est arrivé. On a beaucoup parlé de plafond. On a été pessimiste. Soyons optimistes. Est-ce que le plafond, c'est être champion NBA? Je sais pas. Moi, je dis oui, hein, mais vas-y, Constant. Je sais pas. Pour moi, si je devais refaire le power ranking, OKC est toujours deuxième. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est la réponse que j'ai envie de donner. Peut-être que mon côté fan pessimiste fait que j'arrive pas à imaginer OKC champion, alors que tous les indicateurs me disent t'as une équipe championne devant les yeux. Ouais. Et je sais pas, je trouve que Boston est très fort. Boston a l'un des meilleurs bilans de toute l'histoire à l'extérieur cette saison. Ça aussi, c'est un truc qu'on sous-estime beaucoup quand on évoque Boston. Tu vois, on parle de ce truc d'expérience. Boston a 15 000 campagnes de playoff avec Tatum. Voilà, depuis leur draft, il n'y a aucun joueur qui n'a joué plus de matchs de playoff que Jaylen Brown et Jason Tatum. Ça aussi, le déficit en termes de matchs de playoff joués serait absolument délirant. Je trouve que la match-up face à Boston, allez réécouter ce que j'ai dit dans le Power Ranking. Je ne vais pas non plus me répéter 150 fois, mais je trouve que la match-up face à Boston n'est pas forcément la meilleure. Même si plus on avance, plus je me dis que c'est peut-être pas la pire, honnêtement. Pourquoi elle est pas aussi bonne, je trouve, que d'autres match-up? Parce que Boston, avec l'exploitation de mismatch, Hartenstein est quasiment injouable sur cette série. On l'a regardé, franchement, si vous l'avez pas fait, regardez le match à Boston, surtout le troisième quart-temps. Regardez les pick and roll. Jason Tatum, Luke Cornett, c'est une catastrophe comme en défense à Hartenstein. Et potentiellement, tu peux avoir un Hartenstein qui passe de, 28 minutes sur la finale de conf, si tu joues, les Nuggets, par exemple, à 14 minutes ou 18 minutes parce qu'il se fait ouvrir défensivement et c'est pas tenable. Donc ça, c'est un point qui m'inquiète. À partir du moment où tu enlèves 14 ou 15 minutes à Zaire Hartenstein, faut les redistribuer ailleurs. Sachant que tu auras peut-être déjà des starters à 48 minutes. Enfin, non, 48 minutes, ça, c'est du type Tom Thibodeau basket. mais sachant que tu auras déjà des 42, starters à plus de 40. Ouais. Voilà. Comment tu les redistribues? Et si tu les redistribues sur des profils qui sont pas du tout des profils type Zaire Hartenstein. Parce que le banc, je pense qu'à partir d'un certain niveau de compétitivité, les seuls qui pourront jouer, ce seront Caruso, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, même si c'est un bon défenseur, j'ai de grosses inquiétudes sur ses capacités physiques à tenir face à des joueurs, et surtout face à Boston qui adore exploiter les mismatchs. Kayson Wallace, peut-être un peu de Kenrich Williams, mais t'as pas vraiment ce 5 backup, même ce 4 un peu grand. Kenrich, je trouve que c'est même léger à partir du moment où tu passes un tour dans la rotation. Donc, si tu raccourcis la rotation à 8, t'es sur beaucoup d'extérieurs, quasiment que des extérieurs, un tout petit peu déliés. Donc, t'as pas cette alternative à Hartenstein et tu passes avec Chet au poste 5. Donc, Chet a été très bon sur le match face à Boston. Donc, oui, est-ce que OKC peut remporter le titre? Allez, je vais mettre mon pessimiste de côté. Je vais dire plafond, c'est champion NBA. Voilà. Ouais. Voilà. Je vais dire le plafond, c'est champion NBA. Ils peuvent sortir Boston. Ça ferait une super série. Voilà. Ce serait le champion en titre contre l'équipe qui domine en finale. Mais c'est le plafond. Pour moi, c'est pas ce qui va se passer. Je pense que. C'est ça, j'allais te demander ton pronostic. Mon pronostic, je sais pas, moi je suis trop pessimiste. Moi, c'est la loi de Murphy. J'ai l'impression que tout ce qui doit arriver va arriver. Je suis trop négatif sur ça. Moi, j'ai peur de voir cette demi-conf là face à une équipe de vieux où tu te fais sortir là. Ça me terrifie. Je peux la formuler autrement. Je pense que je serais déçu si OKC sort pas de l'Ouest. Voilà. Moi, je t'avoue que perso, de toute façon, je me répète dans chaque preview. C'est OKC Boston à finale, je pense, selon moi. J'en suis après chaque preview me conforte dans ce choix-là. Et par contre, ça sera une finale de très très haut niveau parce que mon cœur balance. Je t'avoue qu'on avait tous les deux Boston numéro 1 du Power Ranking.
C'est un point sur lequel on se rejoint aussi. Après Boston, les trucs de fin de saison régulière, où eux aussi, il y a certaines défaites où on nous dit ah oui, mais on joue pour les playoffs, bref, à voir à quel point faut pas s'inquiéter. Jrue Holiday, je l'ai expérimenté Jrue Holiday parce que rappelez-vous le Jrue Holiday des playoffs de la saison dernière, je me méfie parce que si t'as pas le même Jrue Holiday contre une équipe que Boston n'aura jamais joué, parce que Boston n'a pas joué une équipe mais il y a aucune équipe qui se rapproche d'OKC dans le parcours de playoff de Boston de la saison dernière. Non. Je sais pas, mon cœur balance. Voilà, si c'est la finale, il y aura une preview et à ce moment-là, vous aurez mon pronostic. Ouais, Constant, donc ton pronostic, c'est finale NBA. C'est ça que je retiens moi, de cet épisode. Ouais, je pense qu'OKC malgré tout sort de l'Ouest. Je pense qu'OKC malgré tout sort de l'Ouest et après c'est une finale NBA. Je sais pas, peut-être que Jalen Brown fera peut-être moins le zinzin quand il sera défendu par Luguensdort que l'an dernier quand il était défendu par Derrick Jones Jr. sur les finales. Du coup, ça responsabilisera peut-être un peu plus Tatum. Enfin voilà, on en parlera si jamais ça venait à arriver. Mais en tout cas, je pourrais peut-être conclure sur ça. Si OKC joue à son niveau de saison régulière, je dis bien si OKC joue à son niveau de saison régulière, si OKC respecte son rang, normalement, je dis bien normalement, OKC est champion. Mais, encore une fois, la réalité de 16 matchs, c'est pas la réalité de 82. Bah, c'est le fameux net rating dont on a parlé. C'est-à-dire que quand tu t'égrènes les équipes qui ont ce net rating-là, t'as que du champion, en fait. Il y a un moment, l'équipe qui doit pas être championne, c'est les Warriors 2015-2016, le meilleur net rating qui doit pas être champion. Et c'est le 10e net rating qui est pas champion. Tout le reste est champion, en fait. Enfin, il y a un moment, j'ai l'impression et c'est là où je vais aller un peu dans ton sens, Constant. On se posait un peu les mêmes questions avec les Celtics l'année dernière. Alors, il n'y avait pas une équipe, il n'y avait pas un 1B qui se dégageait, mais les Celtics, c'est un net rating historique. Ils roulent sur les playoffs. Oui, on peut dire qu'ils ont eu certaines circonstances qui ont été en leur faveur avec certaines blessures, mais globalement, le champion a de la chance. Donc, ils auraient roulé sur les playoffs même sans blessure. En plus, ouais, voilà. Donc moi, j'attends. Je peux te dire qu'on en est à la 9e saison du podcast Dunk Hebdo. Post 2019, c'est une des séries de playoffs que j'attends le plus. S'il vous plaît, Dieu du basket, ne mettez pas de blessures. Offrez-moi, désolé fans des Cavs, des Lakers et de toutes les équipes dont on a parlé pour l'instant, offrez-moi ce OKC Boston, s'il vous plaît. Alors moi, j'avoue qu'en termes en termes de fans d'OKC, les deux séries que j'ai le plus envie de voir, c'est potentiellement Lakers et Celtics. Ouais. Parce que les Lakers, lol, c'est les Lakers. OKC, KFC, UFC, Lakers in Fives, voilà. Il y aura un petit truc aussi, Constant, tu tapes successivement et t'imagines, il y a les Warriors en demi-finale de conf. Ah ouais, voilà, c'est royal. C'est royal, là. Moi, j'aime bien, j'avais dit quand on avait fait la tier list chez We Are Thunder, j'avais dit, moi, ce que j'aime bien, c'est d'affronter les équipes de vieux. Moi, c'est un peu le run kills la décennie 2010, tu vois, avec Curry, LeBron. Voilà. Mais déjà, ouais, les Lakers, OKC face aux Lakers, Luka Doncic et Boston, parce que sans vouloir manquer de respect aux Cavs, bah tu vois, quand je parlais des matchs qui ont été joués au mois de janvier là où OKC fait Boston et les Cavs, la victoire contre Boston, je la voulais plus que celle qu'un match que tu perds, mais je la voulais plus que celle face à Cleveland. Et même les joueurs en conférence de presse disaient, c'est Boston, t'avais quand même ce sentiment que c'était une équipe au-dessus. T'avais un truc, voilà, sans champion, équipe dominante, t'avais un truc particulier. Et j'ai l'impression que d'avoir Boston en finale NBA, ça donnerait un peu une espèce d'aura supplémentaire en disant t'as l'équipe la plus dominante de la saison régulière cette année contre la première équipe qui a l'opportunité de faire le back-to-back depuis les Warriors 2018. Constant, on s'en fiche du chrono à ce stade-là. On a beaucoup parlé de Boston, on a beaucoup parlé des équipes de l'Ouest. Les fans de Cleveland vont nous accuser peut-être de partialité. Cleveland te fait peur comme match-up? Non. Pourquoi Cleveland... Evan Mobley me fait peur. Pourquoi Cleveland ne me fait pas peur? Parce que Donovan Mitchell tire à 6 sur 27 sur les deux matchs face à OKC. Contre Luguensdort, il a jamais très bien attaqué face à Luguensdort. Et je trouve que, en fait, et Greg en a parlé quand il avait fait le pourquoi ils ne gagneront pas sur les Cavs, qui peut défendre sur Shai Gilgeous-Alexander? Ouais. C'est pas cette problématique dédiée. C'est-à-dire que Shai Gilgeous-Alexander, c'est fini. Vous mettez un joueur plus petit que lui, c'est terminé. Vous pouvez plus... n'importe quel joueur qui défend bien sur Shai, c'est un joueur plus grand. Et typiquement, c'est Amen Thompson. Pour vous donner le profil de joueur qui est capable de bien défendre sur Shai. Un joueur plus petit, même Derrick White, même Jrue Holiday, ça n'a pas marché sur les deux matchs joués face à Boston. Donc, il faut un joueur plus grand. Et pour le coup, je trouve que du côté des Cavs, ils n'ont pas cet ailier qui est défensivement capable d'absolument tout faire, qui est capable d'être hyper polyvalent.
Voilà, donc pour moi, déjà le delta entre le meilleur joueur de ton équipe et le meilleur joueur des Cavs est extraordinairement élevé. Et puis surtout, voilà, je trouve que Donovan Mitchell peut complètement être muselé par Luguentz-Dort. Et Darius Garland est un profil qui peut poser problème à la défense d'OKC, dynamique, un peu petit. Ça, c'est des profils qui n'aiment pas trop OKC généralement. Mais pour moi, ouais, le delta entre ta superstar est trop élevé pour vraiment me dire ok, c'est une équipe qui peut me faire peur. Je dis pas que les Cavs seraient pas capables de taper OKC, mais si je devais faire un pronostic, je dirais OKC est favori dans mon esprit en 60-40 face aux Cavs s'il y a une finale. Ok. Moi, je te rejoins parce que tu l'as très bien dit. Si tu mets DeAndre Hunter imaginons que tu mettes DeAndre Hunter sur Shea. Tu fais quoi de Jalen Williams du coup? Tu vas pas mettre D'où Darius l'importance de J-Dub. Tu vas pas mettre Darius Garland ou Donovan Mitchell. Et si tu le fais, J-Dub doit atomiser son match-up du coup. Je me corrige d'ailleurs sur les net ratings champions. Alors ça dépend où on prend les net ratings. J'ai pris les premiers qui sont arrivés, mais les Spurs 2015-2016 étaient très très hauts et n'ont pas gagné le titre. Donc battu par OKC. Voilà. Donc je t'avoue aussi qu'on sort deux derniers points. Non, parce je t'ai pas relancé sur un truc. Oh là là, j'ai vu le chrono incroyable. Il y a ce truc aussi que j'ai oublié de campagne de playoff que j'attends particulièrement moi parce que on a des équipes, on a des places fortes, on a Cleveland qui fait une extraordinaire saison régulière, on a Boston qui peut faire le back-to-back, on a OKC qui peut commencer à affirmer sa suprématie. On a les Lakers qui ont changé de visage. Donc, il y a plein d'histoires dans ces playoffs-là qui m'attirent beaucoup. Je te lance sur un dernier point qu'on sent que tu n'as pas abordé et je m'en voudrais et tout le monde m'en voudrait dans la communauté podcast NBA du monde entier si je n'avais pas abordé ce point. Tu m'avais mis dans tes notes aussi, je cite aussi un truc sur le profil de Shea et le fait que son profil, moins de 2 mètres et pas athlétique, il y aura débat sur le pas athlétique, n'a jamais été le profil du meilleur joueur d'une équipe championne depuis au moins les années 90. Curry est à part. Pas athlétique dans le sens il est pas capable d'enfoncer un mec au poste, il est pas capable de jouer il est physique mais il est pas hyper athlétique. Ouais, ok. C'est pas Jordan. Voilà, en termes de qualité athlétique. Oui, moi ça m'inquiète. Enfin, c'est pas que ça m'inquiète, mais c'est un profil qu'on n'a pas trop vu en fait. Les deux seuls profils que je vois, c'est Kobe sur le back-to-back des Lakers, mais il est quand même bien athlétique, 2009-2010. Encore 2010, ça peut se débattre sur est-il le meilleur joueur des Lakers ou qui est le vrai MVP des finales. J'ai déjà fait trop long dans cet épisode, donc je vais pas partir sur ce débat-là. Sinon, c'est sur une polémique en plus. Voilà, sur une polémique, bien sûr. Mais sinon, c'est Jordan du deuxième sweep-it des Bulls, où il est quand même bien athlétique là aussi, mais on va dire il est plus sur de la technique que sur du pur physique comme il était sur le premier sweep-it. Moi, c'est un truc potentiellement. Si Shai Gilgeous-Alexander faisait 6 cm de plus, 2m04, je vous dirais, il y a personne qui peut l'arrêter. Là, justement, il y a des joueurs plus grands qui sont potentiellement capables de l'arrêter. J'avoue, ça, c'est très lié au moment où j'ai découvert le basket, être bercé par les années 2010. Être bercé par la théorie des ailiers. J'avoue qu'un arrière dominant, en fait, soit t'es Kobe, soit t'es Michael Jordan, mais Curry est à part. Et sinon, faut remonter dans les années 80 pour voir les Pistons avec Isaiah Thomas, avec Joe Dumars, pour voir des petits être le meilleur joueur d'équipe championne. J'aurais été d'accord avec toi en 2019 parce que j'aurais bu tes paroles, mais depuis, on va dire qu'il y a une variété dans les profils champions, l'idée de Jokic en soi, qui est bien évidemment le meilleur joueur du monde, hein, mais l'idée d'un pivot qui est à ce point inclus dans l'attaque, qui en plus, on avait la question, mais les questions défensives, etc., qui ont tout été résolues, ou en tout cas en partie sur une campagne de play-off, je dirais que on serait en 2015, je te dirais ouais peut-être le fait que en face tu dois te trimballer des Hall of Famers sur l'aile. Le fait est que je sais que tu en as parlé dans la tier list de We Are Thunder, il y a peut-être une série dans le lot, il sera pas le meilleur joueur. Et encore, vu ce qui se passe à Nuggets, on sait même pas si cette série aura lieu. Donc il y a quoi? Il y a 0,5 séries si Luka joue mieux qu'en saison régulière, parce qu'il faut aussi dire ce qui est. Luka a beau avoir le pedigree qu'il a, c'est pas un meilleur joueur que chez Gilgeous-Alexander sur la saison régulière, loin de là, vu la saison qui sort. Même sur la série de l'an dernier face à Dallas, je maintiens que c'est le meilleur joueur de la série. Donc il y a aussi ça, il y a eu le fait d'avoir un joueur dominant et qui certes rentre pas dans les standards qu'on s'est peut-être imposés à une époque, mais est-ce que ces standards ont encore lieu d'être? On ne sait pas. Bonne chance. Ok, si. Constant, vas-y, je te laisse. Tout dernier truc, promis, après je me tais, vous m'entendrez plus pendant un an, après il y a le 4 quarts. Bref, vous m'entendrez plus pendant 3 jours, après je reparlerai du MVP. Je veux juste dire un truc, et ça rejoint ce que j'ai dit sur le fait qu'OKC tienne son rang. Si OKC est champion, on est sur une des
15 meilleures équipes de tous les temps. Je pense qu'il faut bien se rendre compte. Si tu prends saison régulière plus playoff équipe championne, vous regardez le net rating, le différentiel de points, tout dépend comment se passe la série de playoff, la campagne de playoff. Parce que si tu fais 4-3, 4-3, 4-2, 4-2, comme les Celtics 2007-2008, t'es peut-être pas une des 15 meilleures équipes de tous les temps. Mais par contre, si tu domines un peu l'Ouest et que sur les finales NBA, tu peux finir en 4-2 ou en 4-3, OKC a cette opportunité que n'a eu quasiment aucune équipe depuis les Warriors d'être championne, et à partir du moment où tu es champion, tu es considéré comme l'une des meilleures équipes de tous les temps. Très clairement. Bah ça, encore une fois, je veux pas porter l'œil. Ok, si, mais tu gagnes le titre avec une campagne de playoff semi-dominante, tu es sûr déjà la meilleure équipe sur le papier en post-Warriors avec les Celtics de l'année dernière. Le problème des Celtics de l'année dernière, c'est qu'ils ont pas joué, il n'y a pas de grosses équipes sur leur tableau de chasse. C'est fou de dire ça, mais ça joue un peu à leur dépens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une grosse équipe. Et la meilleure équipe qui joue, c'est Dallas en lambeaux. Donc, c'est un peu compliqué, mais je te rejoins totalement. Ça serait une des meilleures équipes qu'on ait vues, que moi, de mes yeux vus, que j'ai vues depuis pas mal de temps. Donc, ça donne envie pour ces playoffs. Constant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bonne chance au OKC, c'est ça? Ouais, bonne chance. C'est la campagne de playoff que j'attends le plus en tant que fan. C'est peut-être même la campagne de playoff que je vais le plus attendre de ma vie de supporter, que ce soit précédente, que ce soit actuelle ou que ce soit future. Donc vraiment, si vous êtes si vous êtes fan d'OKC, bon déjà petit instant promo, mais on sera bien évidemment là sur la chaîne Wear Thunder France pour vous faire des débriefs de matchs de playoff. Est-ce qu'on en fera un par match? Ça reste encore à déterminer avec mon emploi du temps. Mais voilà, j'ai jamais eu autant d'excitation de voir mon équipe jouer une campagne de playoff, d'excitation et d'appréhension en même temps, de savoir l'avenir peut être tellement beau comme il peut être tellement dramatique. Désolé, Constant, je peux pas m'arrêter. Le pire scénario, c'est quoi pour toi? Oh bah tu sors contre les vieux. Tu sors contre genre les Lakers. Tu sors contre les Lakers en finale de conf ou tu sors contre les Warriors en demi de conf. Celle-là aussi. Wow. Alors, je t'avoue que pour les commentaires de la chaîne YouTube, moi je quitte le podcast game. Je pars. Ouais, là, si les Warriors tapent OKC, là, pour le coup, déjà que les fans des Warriors sont pas mal vocaux dans les commentaires. On les salue, d'ailleurs, ils seront pas allés au bout de cet épisode. Mais, pour le coup, ouais, ils seront, mais Lakers, Warriors, les deux, ouais, pour moi, c'est le pire scénario. Tu perds en demi face aux Warriors, tu perds genre 4-2. Du coup, tout le monde te dit, ah, gna, gna, vous êtes une équipe de saison régulière. C'est le scénario catastrophe, honnêtement. On appelle ça le scénario Baltimore Ravens. Alors, du coup, eh bien, merci Constant. Et on est venu au bout. Voilà, les previews sont terminés. Merci de nous avoir écoutés pendant toutes ces 2 semaines. 2 semaines, alors, ça dépend si on calcule le moment où la vidéo est sortie sur YouTube ou elle sort en podcast. Enfin, voilà, merci de nous avoir suivis. On a vu les stats, notamment sur les applis de podcast. Tous les jours, même le week-end, vous avez été extrêmement nombreux à nous écouter, nombreuses aussi. Donc, merci vraiment beaucoup. Nous, je vous ai dit ça en début de podcast, je vais peut-être un peu m'étendre, on s'en fiche complètement du chrono à ce stade. Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va faire dans la semaine le dernier quart du 4 quarts. Cette année, on va vous le faire. On va notamment revenir sur le MVP, Constant, tu en as parlé, et les trophées de la saison. Et puis, on va également vous offrir les post-mortem. Vous le savez, on est un peu dans une gestion à la fois de post-mortem et de certaines previews. Bien évidemment, je le répète, il n'y aura pas de preview du premier tour parce que c'est justement l'intérêt de cette série. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, c'est de voir un peu plus loin et d'esquisser les futurs destins de certaines de ces équipes. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Constant pour la 100e. J'applaudis. Alors, je me rends compte à chaque montage que applaudir, ça rend mais tellement mal en podcast que du coup, je vais faire le signe d'applaudissement. Voilà, ce R applaudissement, mais je n'applaudis pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Nous, on se retrouve très très vite pour la suite. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur YouTube et sur Twitter. Merci Constant. Salut. Salut.